Merci de choisir ITV. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Moustapha Sow, PDG de SF Capital, notre invité. Moustapha, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est officiel, le Magal de Touba sera célébré le 17 octobre. Le Magal Touba, un événement religieux, c'est vrai, avec des retombées économiques importantes. L'économiste Moubarak Lo a étudié l'impact économique de l'événement. Il parle de 250 milliards de francs CFA, une manne financière importante non négligeable. Effectivement, 250 milliards, c'est à peu près 2% du produit intérieur brut du Sénégal. C'est quand même considérable. Je pense que cet événement est un événement qui profite énormément aux hommes d'affaires, aux commerçants et aussi particulièrement aux consommateurs. Je pense que, comme l'étude l'a révélé, 250 milliards, c'est dépensé entre 2-3 jours. C'est quand même un impact considérable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait plus faire maintenant, c'est essayer de s'assurer que ces 250 milliards aient un impact beaucoup plus économique, en fait, dans les acteurs, notamment les commerçants. Parce que si vous voyez cette manne-là, une bonne partie est importée. Que ce soit ce qui est consommé, que ce soit même, là notamment je parle du riz, je parle de l'oignon, des pommes de terre, une bonne partie est importée et notamment aussi l'élevage. Et je pense qu'il serait quand même plus profitable à l'économie sénégalaise qu'on puisse trouver un mécanisme pour mieux préparer cet événement-là et s'assurer que c'est les consommateurs, que c'est les producteurs locaux qui puissent bénéficier plus de cette manne financière. Oui, voilà, à l'occasion du Salon du tourisme qui s'est tenu à Paris, le ministre a parlé de stratégie pour vendre la destination Sénégal. Est-ce que le tourisme religieux fait partie des solutions? Parce que quand on parle de tourisme religieux, on inclut le Magal de Touba. Ah non, mais bien évidemment, c'est aujourd'hui l'événement au Sénégal qui attire le plus. On parle de millions et des millions de personnes. 3 millions. Et 3 millions de personnes. Et une bonne partie, effectivement, en parlant de tourisme religieux, une bonne partie, c'est les Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora qui viennent fêter Magal chaque année. Il y a aussi des non-Sénégalais qui viennent chaque année fêter Magal, effectivement, à l'image de la Mecque. Ou bien de la plupart des événements religieux qui se passent, que ce soit à Jérusalem ou bien en Arabie Saoudite, effectivement, à la destination Touba est aujourd'hui une destination qui vaut quelque chose, en tout cas pour promouvoir bien évidemment le tourisme religieux. Voilà, et en tant qu'expert, comment mutualiser, quels sont les mécanismes et les leviers à mettre en œuvre pour pouvoir récupérer cette manne financière et l'injecter dans notre économie nationale? Non, cette manne financière est déjà injectée, comme tu dis, une partie. Quand on dit 250 milliards ont été dépensés, c'est-à-dire que c'est 250 milliards qui impactent le PIB. Donc, c'est déjà impacté. La seule chose, comme je disais tout à l'heure, qu'il faudrait faire, c'est que quand vous regardez la composante du PIB, il y a une partie importation-exportation. Et le net qui, bien évidemment, reflète le calcul final. L'idée, c'est de s'assurer aujourd'hui que c'est parmi ces 250 milliards qu'on ait un plus de montant parmi ces 250 milliards qui restent plutôt qui ne sort, c'est-à-dire de la partie importation. Si on arrivait aujourd'hui à avoir un programme où les poulets, les bœufs, les moutons qui sont utilisés lors du Magal ont été élevés ici par des éleveurs sénégalais, quand on parle d'agriculture aussi, notamment le riz et tout ce qui est consommé. Les fruits, avec le fameux Bernet. Exactement. Les tissus. Absolument. Sont produits par des locaux. Là, on aura un impact beaucoup plus conséquent, ça c'est clair. Quand on prend l'exemple de la ville comme Fès ou par exemple la Mecque, par exemple à la Mecque, en Arabie Saoudite, après le pétrole, c'est l'événement, le Hajj, qui porte l'économie du pays.
pays. Est-ce qu'on pourrait arriver à cette étape-là, puisqu'on sait qu'aujourd'hui au Sénégal, on a beaucoup de confréries. Il y a le Gamou, il y a le Gamou organisé par mes amis Tidjane, il y a les Mourides et tout ça. Il y a tellement d'événements religieux. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui capitaliser ça pour que cela soit une filière, une activité qui porte vraiment notre économie nationale? Non, ça c'est clair. L'Arabie Saoudite, vous le dites, à part le pétrole, c'est l'organisation du Hajj et le Umrah. Mais bon, après, est-ce que il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite aussi, c'est un pays où 90% de son économie repose sur le pétrole. C'est pas une économie qui a su diversifier à l'image, par exemple, des Émirats arabes unis. Mais quand même, le Hajj quand même contribue. Non, ça c'est clair, c'est le deuxième. Oui. Est-ce que c'est un modèle à copier? Justement, c'est la question. Bien évidemment, non. Pourquoi? Maintenant, si vous me posez la question à savoir, est-ce qu'on pourrait profiter du fait que le tourisme religieux a un impact énorme sur l'économie du pays? Bien évidemment, oui. Mais il ne faut pas comparer les deux. Ce n'est pas comparable. Le Hajj, c'est une religion avec des croyances, avec une croyance spécifique, c'est-à-dire l'islam, et les gens qui viennent de partout dans le monde. Le souhait aujourd'hui, bien évidemment, c'est que excusez-moi de vous couper la parole, le Magal regroupe 3 millions. Non, c'est ça que je vous ai dit, c'est-à-dire 3 millions. Il y a combien de personnes qui viennent à la Mecque? C'est même pas comparable. Mais est-ce qu'on peut copier le modèle? Non, bien sûr. Non, je pense que le modèle est déjà copié. Depuis tout à l'heure, on évoque des chiffres. On parle de 250 milliards. Est-ce qu'on peut dépasser ce cap? Non, mais bien sûr. Aller à 500 milliards peut-être? Ça c'est clair. Ça, c'est le souhait, en tout cas, de tout Mouride. C'est moi y compris, et bien évidemment de tout Sénégalais et bien évidemment de l'économie sénégalaise, parce que il est indéniable que si on regarde la progression, il est très probable que ce chiffre-là soit doublé dans les 10 ans à venir, surtout avec l'autoroute Ila Touba. Je veux dire, ça facilite énormément de choses. Les infrastructures sont là, ça va maintenant permettre de développer la ville de Touba, où par exemple aujourd'hui il y a pas mal d'activités industrielles aujourd'hui qui peuvent s'installer, vu que le transport entre le port de Dakar et puis Touba aujourd'hui peut se faire en moins de 2 heures. Mais alors il faudrait en amont que le secteur informel se prépare. Je pense que la question la plus importante, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus grand gagnant devrait être le secteur formel, le plus grand perdant sera le secteur informel. C'est-à-dire le secteur informel a intérêt à s'organiser davantage. Moi, je le dis depuis pratiquement 5-6 ans. Mais il domine notre économie, notre tissu économique. Oui, mais il domine notre tissu économique. Bien évidemment, c'est 60%. Mais est-ce que c'est pas viable? Non. La raison pour laquelle, c'est que regardons ce qui s'est passé récemment avec l'événement Auchan. Qui en a souffert le plus? C'est le secteur informel. Et ce sera pareil dans tous les autres secteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à construire une économie basée sur l'informel. C'est juste pas possible. Le continent africain se métamorphose. Le Sénégal se métamorphose. On va plus aller maintenant dans des économies basées sur la production, sur la valeur ajoutée. Et ça, malheureusement, je veux dire, le secteur informel s'organise et s'intègre, ou à la fin de la journée, ce sera carrément l'inverse. Aujourd'hui, nous allons faire une digression, on va un peu parler du secteur informel, c'est un sujet important. Comment le secteur informel peut-il se formaliser? Non, il y a deux choses. D'abord, en ce qui concerne les acteurs du secteur informel, c'est-à-dire aujourd'hui, les acteurs du secteur, c'est des entrepreneurs. Et c'est des entrepreneurs qui ont la responsabilité d'opérer leur business. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à opérer son business d'une telle ou telle manière. Mais il faut que le secteur informel sache que ce qui était possible il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Que c'est une question de survie pour ce secteur-là, et qu'il est temps qu'eux-mêmes commencent à se formaliser. La plupart du temps, le secteur informel a peur de quoi? La raison principale,
c'est les impôts et les taxes. D'accord? Mais il faut qu'ils sachent que si on fait ce qu'on appelle, que les Anglais appellent le cost-benefit analysis, c'est-à-dire une analyse coût et bénéfice, ils ont aujourd'hui plus à perdre qu'à gagner. Parce que sur le court terme, oui, ils vont gagner quelque chose. Ils sont en train de gagner quelque chose. Mais sur le long terme, ils vont perdre. Et je reprends encore l'exemple que j'ai donné avec Auchan. On ne peut pas empêcher ces structures-là de venir. Et aujourd'hui, ce que Auchan est en train de faire, mais des secteurs informels, les commerçants ou un commerçant ou deux commerçants auraient pu se regrouper et puis faire exactement ce que Auchan est en train de faire. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas juste dans le segment de la distribution des produits de consommation de première nécessité, mais ce sera la même chose. Mais ce cas-là existait il y a quelques années avec les Sonadis, mais aujourd'hui, on n'en voit plus. C'est pas la même chose parce que la raison pour laquelle c'est que les Sonadis ciblaient à l'époque un consommateur qui est différent du consommateur aujourd'hui. Les magasins comme Auchan et autres ciblent ce qu'on appelle le mass market, c'est le plus important. On a aujourd'hui une économie qui change, on a un pouvoir d'achat quand même, quoi qu'on puisse dire, qui s'améliore. On a aujourd'hui une classe moyenne qui augmente et je veux dire, des magasins comme Auchan aujourd'hui, ils ont une stratégie qui cible vraiment un marché beaucoup plus élargi. C'est pour ça on ne peut pas comparer une structure comme Casino ou Auchan à ces structures-là. C'est-à-dire, à l'époque, le marché n'était pas mature suffisamment pour pouvoir absorber ce type de produits et de services. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, vous conseillez à nos vaillants entrepreneurs qui sont dans le secteur informel peut-être de s'organiser et de pouvoir peut-être demain faire face à Auchan. Non, bien sûr, c'est ce que je leur conseille. Moi, je suis né dans une famille de commerçants et j'ai toujours insisté là-dessus. Je veux dire, après, comme je disais encore une fois de plus, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que tôt ou tard, ça va changer. Mais quelque part, je pense que l'État du Sénégal a une part de responsabilité. L'État devait mettre des mécanismes qui auront la mission d'accompagner ces gens-là à se formaliser. Ça c'est clair. C'était le deuxième point. C'est-à-dire l'État a toujours une responsabilité de réguler, d'organiser. Le responsable principal dans toutes les économies, c'est d'abord l'État. C'est le rôle de l'État de mettre les infrastructures, de mettre la réglementation, d'assouplir le système d'impôts pour favoriser et encourager les investissements. Ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, encore une fois de plus, on ne peut pas toujours mettre tout sur l'État. Nous aussi, citoyens, on a la responsabilité qu'il faut. Voilà, on va fermer cette parenthèse et en ouvrir une autre actualité. Les TIC, Tigo devient free avec des tarifs et des offres intéressants. Cela bouleverse quelque part le secteur des télécoms au Sénégal. Ah non, ça c'est indéniable, ça bouleverse carrément. Juste rappeler l'historique avec Sonatel, Tigo qui était là, Sonatel, Alizé qui était là, après c'était Syntel, Syntel Tigo, et puis Expresso. C'est un secteur qui a été dominé depuis, par Alizé, après Orange est venu, avec, je veux dire, la qualité de service, ça coûte excessivement cher. Ça, je pense que tous les Sénégalais sont d'accord avec moi. Quand Syntel est venu avec Tigo, ils avaient l'objectif d'investir. Dans le secteur de télécommunications, les infrastructures représentent la colonne vertébrale, c'est le plus important. Malheureusement, vu les problèmes qu'il y avait avec le renouvellement de licences, etc., il n'y avait pas les investissements nécessaires qu'il fallait. Expresso est venu, on a vu l'impact sur les prix. Malheureusement, encore une fois de plus, avec les problèmes soudanais, notamment le président El-Béchir, oui. Non seulement le président El-Béchir, ça ne date pas de longtemps, mais le fait que le Soudan était sur la liste noire, les sanctions américaines, etc., ont asphyxié l'économie soudanaise. Et vous savez très bien que Soudatel, c'est une entreprise soudanaise. Oui. Ces problèmes au Soudan s'est répercuté bien évidemment sur le groupe et ils n'ont pas pu faire les investissements qu'ils auraient pu faire. Donc, in fine, c'est toujours Orange. Donc,
quand Free a pris le contrôle, bien évidemment, et qu'aujourd'hui, le lancement est officiel, bien évidemment, le secteur de télécom sera bouleversé parce que Free n'est pas Tigo, Free n'est pas encore Soudatel. On rappelle que c'est aujourd'hui une structure qui a fait ses preuves là où ils sont allés. En France, ils ont lancé, si je me trompe, en 2007, 2008, je pense. Et aujourd'hui, ils sont quasiment numéro 2. Ils ont relégué Bouygues et SFR. Cette expérience-là, s'ils le mettent en œuvre, et ils vont le faire sûrement, ils vont beaucoup s'appuyer sur leur expérience, bien évidemment, en France et dans les autres pays, ça va beaucoup bouleverser. Mais en tout cas, pour nous, les consommateurs, c'est bon augure. Je vais en arriver. Ouais. Déjà, donc c'est clair, il y aura forcément le bouleversement est là. Non, ça, on commence à le constater. Absolument. Il y aura quelque part aussi une rude concurrence Non, mais entre les deux mastodontes de. tant mieux pour nous. Tant mieux pour le Tant mieux consommateur. pour nous, pour le Qu'est-ce que le consommateur. consommateur gagne? Non, on dit toujours que pour un consommateur, la meilleure économie, c'est une concurrence pure, parfaite. Ça, c'est ce qui permet aux consommateurs d'avoir non seulement les meilleurs prix possibles, mais aussi le meilleur service. Et d'avoir le choix de choisir. Et c'est ça, en fait, quand tu as en fait, en économie, ce qu'on appelle en concurrence pure et parfaite, c'est l'offre et la demande qui s'ajustent pour fixer le prix. Donc, l'offre, c'est-à-dire l'offre de service, la demande, bien évidemment, à partir de ce moment-là, le consommateur va demander plus de qualité de service. On sait tous que la qualité de service actuellement, c'est pas les meilleurs. Mais aujourd'hui, cette concurrence va pousser non seulement, c'est pas juste une histoire de prix, mais je pense que même dans la qualité de service. D'ailleurs, Free, avant de lancer, je rappelle que depuis qu'ils ont pris le contrôle de Tigo, ils ont quand même investi 1600 km de fibre. Ça, c'est quand même, c'est pas quelque chose à négliger. Et je pense que ces investissements-là vont continuer pour, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, pour l'avantage et le bénéfice du consommateur. Et peut-être basculer rapidement vers la 5G. Il faut d'abord avoir la 4G avant de parler de 5G. Orange à la 4G. La 4G qui s'affiche, mais on sait tous que moi, mon téléphone, c'est toujours 3G qui s'affiche. Ah, c'est votre téléphone. Peut-être que si on fait un micro-trottoir, d'autres Sénégalais diront qu'ils... Peut-être, mais je voulais juste... Je ne suis pas un technicien de la télécommunication, oui. Mais on sait tous comment ça se passe. Même tout à l'heure, peut-être, je pense qu'on parlera du problème entre les États-Unis et la Chine, oui, avec Huawei, qui avait déjà lancé 5G, mais AT&T, qui est un opérateur américain, affiche 5G alors qu'on sait très bien que c'est pas 5G. C'est pas parce que c'est affiché que c'est affiché 4G qu'on a forcément la 4G. Je pense que les consommateurs sénégalais partagent le même avis que moi. Ça, c'est parole de Moustapha Sow, PDG de SF Capital. Vous êtes bien sur la 90.3 e-radio et vous écoutez Business Mag. Alors, Moustapha, le Nigeria maintient son blocus avec le Bénin dans un contexte où on parle de Zleka, une mesure prise par Boari pour éviter la circulation des produits contrefaits, le trafic d'armes, entre autres la circulation d'hydrocarbures contrefaits aussi. Est-ce que cela ne va pas être une tâche d'huile dans la réussite de l'intégration économique africaine que prône la Zleka? Alors, si je me permets, je vais juste un peu rappeler l'objectif de la Zleka. Allez-y, c'est important. À un moment donné, les Africains se sont rendus compte que l'Afrique était le continent le moins intégré. C'est-à-dire l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Le taux d'échange entre les pays africains était de 12 à 15%, alors que dans les autres continents, ça tournait entre 50 et 70%. Un taux faible. Ce que ça veut dire simplement, c'est que les pays africains n'échangent pas avec les autres pays africains. Mais forcément, il y a des raisons. Effectivement. La raison, c'est simple, c'est que hormis l'Afrique du Sud, le Maroc et peut-être l'Égypte, c'est les seuls pays qui ont pu développer des avantages comparatifs dans des produits et services qui peuvent échanger. Parce que si on regarde l'Afrique, la plupart de nos exportations
c'est des matières premières. Il y a le pétrole, il y a le cacao et toujours l'or, etc. Et c'est des produits qui sont exportés en tant que matière. Il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est pour ça d'ailleurs, ces produits, ce même pétrole-là sera exporté à Houston, raffiné et puis importé par le Sénégal. Inégal. Exactement, par le Sénégal et même par le Nigeria même. Oui, l'échange inégal. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce taux est faible. Alors, à partir de ce moment-là, avec un nouveau type de leadership quand même, il faut le reconnaître en Afrique, les gens se sont dit, écoute, ça, ce n'est pas viable. Si on veut vraiment profiter de cette croissance africaine, il faut aussi que l'Afrique commence à échanger avec l'Afrique. C'est à partir de ce moment-là que la zone de libre-échange intercontinentale a été lancée. Maintenant, je le disais l'autre jour et je le répète tout le temps, lancer quelque chose et puis le faire marcher, c'est deux choses différentes. Et je pense que c'est une belle initiative de le lancer quand même, mais est-ce qu'on est prêt? La réponse est non. Pourquoi? La réponse est non parce que, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir une zone de libre-échange équitable, il faut qu'il y ait une situation gagnant-gagnante. Ne nous trompons pas. On ne peut pas avoir une économie ou bien une zone de libre-échange où ce que va tirer le Nigeria et ce que va tirer le Sénégal de cet échange-là doivent être la même chose. Non. L'Union européenne, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3-4 pays qui tirent l'Union européenne, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie et à la limite l'Espagne. Si on regarde l'ALENA aussi aux États-Unis, c'est pratiquement les États-Unis qui tirent le Canada et le Mexique. On prend le Mercosur, c'est à peu près la même chose avec le Brésil. En Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les mastodontes, les plus grandes économies, notamment l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est presque prêt, ça c'est sûr. L'Égypte, mais surtout le Nigeria. Le Nigeria qui est hésitant, qui a tardé à ratifier. Aujourd'hui, le Buhari qui maintient son blocus quelque part. Mais je pense que c'est une conséquence parce que je pense qu'on a trop mis la pression sur le Nigeria pour signer alors qu'ils ne sont pas prêts. Je le disais tout à l'heure, le Nigeria, c'est la plus grande économie en Afrique. Il ne peut pas se contenter d'être des importateurs dans cette zone de libre-échange. Le Nigeria est supposé être un moteur. Et est-ce que l'économie nigériane est prête? La réponse est non. C'est quand même un pays quasiment, comme je disais, qui importe tout. C'est juste récemment, il n'y a même pas 2-3 ans, lorsqu'il y a eu la crise du pétrole, bien évidemment accompagnée de crise de change, que le pays s'est rendu compte que ce modèle-là, c'était pas viable. C'est un paradoxe quelque part pour le Nigeria. Il ne peut pas être un mastodonte de l'économie africaine et importer majoritairement. Mais le Nigeria, je vous ai dit, le pétrole, le Nigeria est le premier producteur de pétrole. Oui. C'est le premier pays importateur, mais c'est le premier pays exportateur de pétrole. Le Nigeria exporte, mais en même temps, ils importent du pétrole. C'est la corruption qui mine l'activité. Il y a aussi la contrebande, le vol de pétrole aussi. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une conséquence, bien évidemment, de la politique, mais c'est pas la raison principale. C'est quoi la raison principale c'est que, par exemple, il n'y a pas de production. Si je prends l'exemple du pétrole, le pétrole, quand il est produit, il faut qu'il soit raffiné avant d'être consommé. Au Nigeria, il n'y avait quasiment pas de raffinerie. Bon, maintenant, avec la raffinerie de Dangote et puis de Transcorp, une bonne partie du pétrole Celle de Kaduna est en train d'être réfectionnée. Ils sont aussi en train de réfectionner exactement pas mal de raffineries. Et là, maintenant, ça va permettre au Nigeria de pouvoir raffiner son pétrole. Et à partir de ce moment-là, on va voir que le déficit commercial, en tout cas du pétrole, entre ce qui est importé et ce qui est exporté, va nettement se régulariser. Le Nigeria sera maintenant plus un exportateur de produits raffinés. Si on prend aussi l'exemple par exemple, la tomate, le Nigeria, c'est le premier pays producteur de tomates, mais aussi le premier pays importateur de pâtes de tomates. Et ça, quand même, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Au Nigeria, même les cure-dents sont importés. Bon,
Maintenant, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement, la Banque centrale, du côté de la Banque centrale qui refuse de donner des devises aux banques ou aux importateurs qui veulent importer certains produits et services. L'État aussi qui a pris les devants, bien évidemment, en ayant une politique agressive d'industrialisation. Et là, on commence à voir naître des industries au Nigeria. Maintenant, le problème qui se pose actuellement, c'est que est-ce que le Nigeria peut se permettre d'ouvrir son marché? Ça, c'est en même temps avoir deux politiques qui s'opposent. Tu ne peux pas avoir une politique pour comment on appelle ça encore, encadrer ton industrie et puis en même temps ouvrir ton marché à la concurrence. Écoutez, moi, mon souhait, c'est que cette zone de libre-échange fonctionne, mais pour être réaliste, je veux dire, je comprends très bien les Nigérians. On les a poussés, la pression, etc., à ratifier à mon avis, le protocole, ils l'ont ratifié, bien évidemment, sur la base de pression. Ça, pression venant de qui? De tout le monde. Mais de tout le monde. Tout le monde se disait, ouais, la zone de libre-échange, pratiquement tous les pays ont ratifié, sauf le plus grand. Et on connaît tous Buhari, c'est quelqu'un qui est très panafricain. Je veux dire, même si ils ont demandé pendant un bout de temps, qu'on leur laisse le temps d'étudier l'impact économique. Moi, je pense que la décision de rentrer dans cette zone de libre-échange, pour moi, a été faite sur la base d'une pression et ça se répercute maintenant sur l'opération de cette zone de libre-échange-là. L'autre problème aussi, c'est que tout à l'heure, on parlait de la fermeture de la frontière, le blocus avec le Bénin. Oui. Il faut voir les deux versions. Pour le Nigeria, le problème n'est pas forcément lié à un blocage de la zone de libre-échange, mais il faut voir qu'il y a beaucoup de produits. La version officielle du Nigeria, c'est que le riz qui est la production, le Nigeria veut régler sa production de riz. C'est le premier pays encore importateur de riz en Afrique. Okay. Et le Nigeria veut régler sa production rizicole. Il veut produire localement ce qu'il consomme, l'autosuffisance alimentaire. Alors que tout ce qui est importé du Nigeria, notamment le riz, passe par le Bénin. Et ça ne passe pas par la voie officielle. Et ça c'est en train d'impacter, bien évidemment, la politique agricole du pays. C'est ça la version officielle du Nigeria. La version officielle du Bénin est peut-être autre chose. On a parlé aussi de trafic d'armes aussi. Circulation de trafic d'armes. Je pense qu'on parle de commerce. Je pense que c'est plus... Oui, avec l'événement de Boko Haram, c'est vrai que c'est un point à ne pas négliger. Mais je pense que le problème principal, l'excuse principale pour le Nigeria, c'est plus économique qu'autre chose. Et ils n'ont pas fermé juste avec le Bénin. Ils ont partiellement fermé avec le Cameroun et le Tchad aussi. Il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler. C'est très important. D'après tout ce que vous venez de dire, Moustapha, l'avenir de la ZLECA? Non, je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Maintenant, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs, comme on dit. D'accord? Déjà, le fait de lancer, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais après, il faut mettre les infrastructures, les principaux menaces de la ZLECA. Ce n'est pas seulement une histoire du Nigeria, non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore réunis pour que la ZLECA réussisse. C'est le moment de le dire. Lesquels? Principalement, c'est la libre circulation des personnes. Et pour ça, il faut des infrastructures. Ce n'est pas toujours concevable que moi, en tant que Sénégalais, si je dois aller dans certains pays en Afrique, c'est plus facile pour moi de rentrer avec mon passeport canadien que de rentrer avec mon passeport sénégalais. Ça, c'est un problème. Le bon côté, c'est qu'il y a des pays maintenant qui ont commencé à prendre des décisions, notamment, je prends l'exemple du Rwanda, le Kenya, qui était un pays très difficile à rentrer pour nous. Aujourd'hui, ils ont commencé aussi à prendre ces mesures-là. Il y a des pays où ils rentraient, il y a quelques semaines, j'étais parti en RDC, mais c'était très difficile de rentrer dans ce pays-là. Ça, c'est un problème, dans un premier temps. Deuxième, c'est l'infrastructure. Les capitales africaines ne sont pas liées pour pouvoir échanger. Et on a besoin de... Il n'y a pas une interconnexion. Il n'y a pas une interconnexion. Je veux dire, aujourd'hui, pour amener, il est plus facile d'amener la marchandise entre Mombasa
et puis à 10 que de l'Espagne vers Mombasa. Mais cette situation aussi, on la constate dans nos pays, nos régions ne sont pas connectées aussi. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Bon, avant, comme on est en train de parler de l'interconnexion entre pays, je pense que les infrastructures les plus importantes, c'est les infrastructures entre les ports et soit les zones économiques, industrielles, ou bien les capitales africaines. Et si on regarde, comme je disais tout à l'heure, ces infrastructures-là, ils ne sont pas là. Un. Deux, le transport aérien. Aujourd'hui, pour faire 2 capitales africaines, c'est tout un problème. Pour aller en Afrique centrale, je suis obligé de passer par la... Je dois partir en Afrique du Sud aujourd'hui, mais je suis obligé de prendre, comment on appelle ça encore, Turkish Airlines, faire Turquie pour aller en Afrique du Sud. Et ça, c'est un problème, mais sérieux. Et ces problèmes-là ne sont pas encore réglés. Bon, c'est vrai qu'il y a maintenant des compagnies aériennes qui commencent à faire, mais pendant que certains font le Air Sénégal. Air Sénégal qui est là, Askai qui le fait maintenant, mais South African qui faisait Dakar maintenant a décidé de se retirer. Donc j'ai comme l'impression qu'on avance un pas en avant et puis un pas en arrière. Et on a vraiment besoin de ces infrastructures de base là. Les trains, c'est une chose. Comme on dit, on a besoin encore de plus de ports. En tout cas, c'est pas juste les ports, c'est pas forcément l'accès à l'eau, les ports sont là, mais il faut qu'il y ait ces infrastructures de base. Mais encore une fois de plus, le plus important, c'est la volonté politique. Parce que même si on a toutes ces infrastructures-là et que les gouvernants n'ont pas la volonté politique, ça ne marchera pas. C'est le cas du Nigeria. Je vais donner 2 exemples. Les 2 Congos. Oui. Congo-Kinshasa et Congo-Brazza. C'est quasiment les pays les plus proches. C'est comme à peu près Sénégal et Gambie. Je vais revenir sur le cas du Sénégal et la Gambie. Oui. Pendant plusieurs décennies, il y avait une volonté de la BAD de construire un pont qui devrait lier les 2 Congos. Mais il y avait manque réel de volonté politique des leaders à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu changement de l'autre côté du Congo, parce que de l'autre côté du Congo, il n'y a pas eu de changement depuis des années, il faut le rappeler. Mais quand il y a le changement du côté de Brazza, avec la volonté de Tshisekedi, on voit que les choses avancent. Je donne l'exemple du Sénégal et de la Gambie. Le pont qu'on a de Farafenni qu'on a inauguré. Mais c'est un pont, les études et le financement étaient disponibles depuis des années. Mais le président de la Gambie à l'époque, Yahya Jammeh, n'y voulait pas. Pourquoi? Il avait ses raisons. Mais quand il est parti et que Barrow est venu, en moins d'1 an, le pont a vu le jour. C'est juste pour... Cela démontre... Et regarde l'impact aujourd'hui sur l'échange entre le Sénégal et la Gambie, mais encore plus important, entre le sud du Sénégal et le reste du Sénégal. C'est juste pour vous dire que la volonté politique, comment elle est importante dans cette politique pour pouvoir permettre à cette zone de libre-échange de fonctionner. Mais, quels que soient les challenges, je reste quand même très optimiste que cette zone de libre-échange, tôt ou tard, va marcher. Tôt ou tard va marcher, on l'espère, on croise les doigts. Moustapha, une bonne transition pour toucher du doigt, parce que depuis tout à l'heure, on parle de circulation, une bonne transition pour toucher du doigt les problématiques de la circulation des produits contrefaits, surtout les médicaments en Afrique. Leur utilisation engendre des conséquences économiques parce que ça peut créer des maladies, des épidémies. Et pour endiguer ces maladies, l'État dépense beaucoup d'argent. Comment stopper cette hémorragie? Non, vous savez, ça rejoint un tout petit peu le problème du Nigeria avec le Bénin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la contrebande est un problème en Afrique. De la même manière que les transferts illicites sont aujourd'hui un problème pour l'Afrique. Et ça, il n'y a pas 4000 solutions. Ça, il n'y a que les gouvernants, les décideurs, les leaders, qui peuvent régler ce problème. En quoi faisant? En mettant des institutions et des politiques strictes. Si les institutions pour gérer ce problème-là sont solides, si les politiques sont solides, je ne dirais pas que ces problèmes peuvent être éradiqués, mais ces problèmes-là peuvent être
réduit. Avec un contrôle rigoureux derrière. C'est ça que c'est quand je parlais de politique, je parlais de ça. Effectivement, de politique rigoureuse, menée par des institutions rigoureuses pour pouvoir lutter en même temps, bien évidemment, avec ces contrebandes-là, de la même manière qu'ils vont aussi lutter pour les transferts illicites, qui coûtent énormément de milliards de dollars à l'Afrique. Oui, il y a eu beaucoup de... C'est vrai qu'on assiste à beaucoup de sommets, beaucoup de rencontres qui parlent de circulation de flux financiers illicites, des conséquences, mais jusque-là, le mal persiste. Ah, il est là, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de parler, mais de mettre aussi en œuvre. Et l'Afrique a désespérément, mais j'ai dit désespérément, besoin de lutter contre les transferts illicites. C'est une question de survie aujourd'hui pour l'Afrique. Voilà. Donc, on va revenir au Sénégal et on va reparler encore de pétrole et de gaz. Vous êtes au courant, on a le puits Yakar 2 a été foré récemment. On parle de 15 TCF de gaz qui ont été découverts. Ce qui est intéressant dans ce puits, c'est qu'il est intégralement sur le territoire national. Si on le compare au puits gazier GTA Grand Tortue Armeïm, qui est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, les revenus seront répartis win-win 50-50. Mais là, c'est sur notre territoire national, donc c'est notre gaz à nous. On entend même dire que ce gaz-là sera à usage domestique. Alors c'est une bonne nouvelle pour notre économie, Moustapha, et notamment pour notre secteur énergétique. Non, je ne suis pas un expert du secteur du pétrole et du gaz, donc le truc technique, je ne le maîtrise pas. Oui. Mais en tout cas, je sais que le pétrole et le gaz, dont tous les pays qui ont su en profiter, ça a profité à tout le monde. Je prends notamment l'exemple des pays scandinaves, la Norvège, peut-être le Qatar avec le gaz. Il y a aussi d'autres pays, la Russie, il y a d'autres pays malheureusement qui ont très mal géré de telle sorte que... Ils ont chopé à la malédiction de l'or noir, oui. La seule chose qui est importante, aussi bien le pétrole que ce soit toutes les matières premières, c'est la redistribution qui est importante. La réallocation des revenus qui sont générés, qui sont importants. Si l'argent tiré du pétrole et du gaz sont bien réalloués, là on verra d'autres secteurs, notamment on parlait d'industrie tout à l'heure, de la santé, etc. Cet argent-là devrait dans un premier temps servir pour diversifier notre économie. Et booster notre économie. Exactement. L'industrialiser, oui. Exactement. Et c'est à partir de ce moment-là que, bien évidemment, le consommateur va le sentir. Écoutez, on ne va pas prendre les revenus du pétrole. On est 15 millions de Sénégalais. Chaque année, l'État a encaissé, par exemple, 1000 milliards sur le pétrole. Il faut distribuer ça aux Sénégalais. C'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, cet argent-là est supposé C'est une interprétation imagée que certains Sénégalais ont du pétrole et du gaz. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie. C'est de l'argent qu'on injecte dans l'économie. C'est des matières qu'on utilise pour industrialiser. Pour réduire la pauvreté, faciliter l'emploi, créer de la valeur ajoutée, booster l'industrie, d'autres secteurs, créer l'emploi et pour permettre aux Sénégalais d'avoir un pouvoir d'achat assez conséquent. Mais c'est pas de l'argent qu'on va après redistribuer aux 15 millions de Sénégalais. Chaque année, l'État a 1000 milliards, comme je disais tout à l'heure, on divise par 15 et puis chacun a sa part. Ça se passe pas comme ça. Je pense que c'est clair de le préciser, parce que une bonne partie des Sénégalais pensent que... C'est une interprétation imagée, que l'argent doit rentrer après dans la poche des Sénégalais directement. Les gens qui vont profiter du pétrole, c'est les gens qui sont travailleurs. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne veulent pas travailler, ne vont pas en profiter. Je veux dire, allez en Arabie Saoudite, il y a toujours des pauvres. Allez aux États-Unis, il y en a toujours. Au Nigeria. Allez au Nigeria même, c'est pas moi l'exemple que je peux prendre. Mais c'est un pays pétrolier, oui. Je prends l'exemple des pays qui ont le pétrole et le gaz et qui l'ont très bien exploité. Je parle de la Russie. Ça, je prends l'exemple de la Russie, des États-Unis. Il y a toujours des pauvres. C'est pas parce que le pétrole y est, l'État a assuré que le pétrole
profite à l'économie, que forcément il n'y aura pas de pauvres au Sénégal. Il faut travailler, se battre pour pouvoir bien évidemment. Et ce qui est intéressant, Moustapha, avec le gaz, dans un contexte où on parle de préservation de la couche d'ozone, de l'environnement, le gaz qui est une énergie propre. Donc beaucoup de pays tendent vers une transition énergétique. Et je pense qu'en ce moment, l'État du Sénégal, avec le projet Gaz to Power, nos centrales électriques, les centrales de la Sénélec vont passer au tout gaz. Et c'est intéressant. Il y a le bateau turc qui a accosté récemment. Je pense que ce gaz-là est une aubaine pour une industrialisation de notre économie. Non seulement une aubaine parce qu'elle est truc, mais elle est moins coûteuse aussi. Oui, énergie propre et sur le plan géopolitique aussi, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'impact sur le Sénégalais, il y a aussi l'impact sur le coût de l'énergie. Oui. Parce que actuellement, la majeure partie des centrales qui existent au Sénégal fonctionnent avec ce qu'on appelle le fioul lourd. Et c'est excessivement cher, polluant. Oui. Avec le gaz, c'est moins polluant. Mais aussi en même temps le coût de l'énergie est moins coûteux et puis bien le consommateur dans quelques années ne va plus se plaindre de factures exorbitantes. Oui. Absolument, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a beaucoup de politiques qui ont été prises par Sénélec et puis le gouvernement, notamment à la transformation des gaz, des centrales qu'on avait, qui étaient à fuel, en gaz to power. Le bateau dont vous parlez tout à l'heure est un bateau qui est là pour une solution temporaire, le temps qu'on ait cette transition-là, pour pouvoir permettre, il y a pas mal de centrales qui sont dans le pipe, qui doivent être construits, notamment dans le gaz, qui permettront au Sénégal non seulement de satisfaire sa consommation, mais aussi d'être un exportateur, pas seulement de gaz, mais aussi d'électricité. Voilà. Et n'oublions pas que l'électricité, c'est pas juste une question de consommation locale, mais un pays qui arrive à produire suffisamment pour exporter de l'énergie crée aussi un avantage comparatif sur un service très bien spécifique. Stratégiquement, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Si on parle du point de vue géopolitique, par exemple, le cas de la Russie. La Russie est une puissance et sa puissance repose sur le gaz. Non, absolument. Idem pour le Qatar. Donc, c'est une matière très intéressante. Le Qatar, oui. La Russie, c'est un peu plus complexe. N'oublions pas que la Russie, c'était l'URSS avant. Oui. C'est vrai que la matière le gaz, première, le gaz, bien évidemment, la Russie, c'est pas juste le gaz, c'est le pétrole aussi. Oui. Mais je prendrais effectivement l'exemple du Qatar. Le Qatar, pour moi, honnêtement, pour moi, c'est le l'exemple patent, mais après, il y a la Russie. Non, pour moi, le Qatar, c'est le modèle. La Russie, c'est un grand pays. La Russie a toujours été un grand pays, avec son histoire. Le Qatar, c'est un petit pays. Mais aujourd'hui, avec le gaz, le Qatar, quand même, a réussi à imposer sa politique. Mais je ne dis pas dans le Moyen-Orient, mais dans le monde. Avec une politique de diversification énormissime, allant de tous les secteurs jusqu'au football. Aujourd'hui, pour les Qataris, tout est stratégique pour pouvoir imposer leur patte et leur domination dans la stratégie géopolitique dans le monde. Et si moi, aujourd'hui, il y avait un modèle pour le Sénégal à copier, pour moi, c'est le modèle qatari. C'est le modèle qatari. Parole de Moustapha Sow. Voilà, on va parler de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. On sait que le torchon brûle entre ces deux États. Une probable guerre entre ces deux pays peut causer un effondrement de l'économie mondiale, s'inquiète Mohamed Ben Salman. Qui l'a confié à nos confrères de France 24. Alors, est-ce que cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a des conséquences pour l'économie africaine, notamment sénégalaise? Moi, c'est une question qui me passionne, que je suis quasiment tous les jours. C'est une situation assez complexe. N'oublions pas que la rivalité Iran-Arabie Saoudite est historique. Notamment avec l'implication de parties tierces qui, dépendamment de leur intérêt, on a vu avant Obama, je veux dire les Américains, la politique adoptée sur l'Iran était très agressive. Quand Obama est venu, il a compris ce que lui, il a compris, c'est-à-dire
on ne pouvait pas maintenir un système qui ne marche pas depuis des années. Il faut essayer d'adapter. Il a commencé à ouvrir, c'est bien évidemment là où même le JCPOA, des négociations qui ont abouti à un accord qui n'avait pas plu l'Arabie Saoudite et puis l'Iran. Quand Trump est venu, il a brûlé cet accord-là et malheureusement, on est reparti des années en arrière. C'est un problème assez complexe, d'abord parce qu'il y a un problème de rivaux entre ces deux, l'islam sunnite et l'islam chiite. Quand Ben Salman est venu, comme j'ai dit, avec Trump et puis Netanyahou, ces trois-là, je veux dire, ils ont eu une politique agressive vis-à-vis de l'Iran. Est-ce qu'il y aura une guerre? À mon avis, non. Parce qu'il s'est passé énormément de choses entre-temps qui auraient pu déclencher cette guerre-là. On a vu le drone américain qui avait été abattu, les puits iraniens récemment. Ça, avec le détroit d'Ormuz. Exactement. Oui. Et ça, dans un temps normal, c'est des actes ou des actions qui auraient pu mener à la guerre. Mais je pense que, aussi bien des deux côtés, aujourd'hui, s'il y avait une guerre, même si c'est entre les États-Unis et l'Iran, le plus grand perdant serait l'Arabie Saoudite. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça ne se passe pas. Maintenant, comme je disais, même s'il n'y a pas de guerre, l'impact sur le pétrole sera toujours là. On a vu récemment, quand il y a eu le bombardement des puits de pétrole en Iran, ça a impacté le puits du pétrole. Pour un pays comme le Sénégal, un pays importateur. C'est pas une bonne chose. La facture augmente davantage. La facture augmente. Elle est déjà chère. Donc... Exactement, ça augmente davantage. Et l'impact se ressent, soit ça va se ressentir sur le consommateur, ou bien ça va se ressentir sur l'État, parce que c'est l'État qui va subventionner. Et quoi qu'il en soit, c'est le consommateur à la fin de la journée. Et moi, je pense que tout le monde gagnerait, en tout cas, le monde gagnerait à ce que ce problème-là soit réglé le plus tôt possible. C'est vrai que plus qu'on avance, à un moment donné, on est des humains, on arrivera à un moment où il va se passer des choses et voilà, on n'aura pas le contrôle et comme je disais tout à l'heure, c'est une guerre dont le monde n'a pas besoin. Moustapha, c'est peut-être, j'ai une impression, je pourrais me tromper, j'ai l'impression qu'on assiste à un monde des affaires bouleversé. Il y a le Brexit avec Boris Johnson qui reste catégorique, le Royaume-Uni qui annonce sa sortie le 31 octobre, que les gens soient d'accord ou pas, lui il est catégorique, il va sortir. Hier, la France qui tend la main aux États-Unis après les sanctions douanières et on sait avant que c'était la France qui avait instauré les taxes sur les GAFAM. Alors, comment analysez-vous toute cette situation et dans l'Afrique, dans tout ça? Non, d'abord, il faut voir que c'est ce que j'appelle l'avènement Trump. Depuis qu'il est venu, il a tout bouleversé. Et l'impact avec les guerres commerciales avec la Chine, avec l'Europe, etc., a dû impacter la croissance économique mondiale. Et ça se ressent. Et à la fin de la journée, je pense qu'eux tous, ils se sont rendus compte que cette guerre commerciale n'arrange ni les États-Unis, la Chine, ni l'Europe, encore moins l'Afrique. Ça, c'est une chose. Par rapport à la Brexit, écoutez, c'est un problème européen. Mais en tout cas, moi, si vous me demandez en tant qu'Africain, c'est quoi l'avantage pour l'Afrique? Ou l'inconvénient? Les deux. L'inconvénient, honnêtement, moi, je ne vois pas d'inconvénient parce que c'est un problème européen. D'accord? Maintenant, l'avantage, moi, je préfère me focaliser sur l'avantage. Allez-y. On sait tous que plus qu'il y ait de blocs, par exemple, aujourd'hui, si l'Afrique avait le choix de négocier avec la France séparément, l'Allemagne séparément, l'Italie séparément, c'est clair qu'on aurait des avantages beaucoup plus importants. Quand tu négocies avec un bloc, c'est beaucoup plus compliqué. Si l'Angleterre sort, l'Angleterre va vouloir bien évidemment développer aussi son partenariat avec l'Afrique. C'est bizarre, il y a 3 semaines, j'ai rencontré à Londres ce qu'on appelle UKF, l'agence de crédit export de la Grande-Bretagne, qui ont pour mission de promouvoir, c'est-à-dire de financer les exportateurs britanniques qui veulent aller dans les autres pays. Donc, cette agence-là nous permet aussi, leur politique et leur programme nous permet d'évaluer
la politique de partenariat que veut définir un pays par rapport à un autre pays. Et ils ont actuellement mis en place une politique tellement agressive aujourd'hui en termes de l'éligibilité. UKF a aujourd'hui les critères d'éligibilité les plus souples. Aujourd'hui, il suffit d'acheter juste pour l'Angleterre à peu près 10 à 20%, de pouvoir bénéficier d'un financement 100% de l'Exim Bank de UK. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont une politique maintenant très agressive sur l'Afrique. Ils cherchent désespérément non seulement à faire des choses en Afrique anglophone, là ils ont l'habitude de faire du business, mais aussi en Afrique francophone. Et ça montre à quel point aujourd'hui l'Afrique, à quel point ce que l'Afrique peut bénéficier en tout cas de cette Brexit-là. Je veux dire encore une fois de plus, Brexit veut dire tout simplement les Européens vont vouloir renforcer leur partenariat en Afrique, les Anglais vont vouloir se positionner, les Chinois ne voudront pas lâcher l'affaire, espérant qu'un jour les États-Unis vont se réveiller. Espérons. Nous en arrivons au quiz. Moustapha. Je ne les ai pas, mais on y va. Personne ne les a. Le quiz. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon? Vous êtes Oui, cinéphile? bon, oui. On y va, oui. On y va. Top. Je suis né le 3 avril 1962 à New York. Je suis un acteur noir américain. Je suis humoriste et producteur de cinéma. Je suis l'acteur principal du film Un prince à New York. Qui suis-je? Eddie Murphy. Good. Quelle est la monnaie du Mexique? Pesos. Good. Coupe du monde de football 2018. L'Argentine est le vice-champion, vrai ou faux? 2018, c'est l'année dernière. Vous avez 3 secondes. Oui. Oui, c'est l'Argentine oui, qui a perdu. Faux. C'était la Croatie. Et justement, calcul mental. Vous êtes financier? Mais je ne les ai pas, mais allez-y. Personne ne les Moi, a. je pensais que c'était 2-3 quiz, non? C'est 5 questions. On y va. 19 plus 7 moins 4. Je vous donne 5 secondes. 19 plus 7 moins 4. Vous êtes financier? 19 plus 7 moins 4. Ça fait 26 moins 4, 22. Good. 23 fois 5. Vous avez 3 secondes. Vous n'apprenez pas vos tables de multiplication. Ça se voit. 23 fois 5. 15. Vous avez 2 secondes. 135. Parlez fort. 135. Vous avez faux si c'est 115. Vous n'apprenez pas vos tables de multiplication. Dernière question. La capitale de la Croatie? Non. Je vous donne 5 secondes. Prague. Zagreb. Zagreb. Vous n'apprenez pas vos tables de multiplication. Non, ça, c'est pas table de multiplication, ça, c'est les capitales. Ça me paraît bizarre que vous soyez aujourd'hui un grand financier. Ça, c'est les capitales. En tout cas, merci. C'est les machines. C'est les machines. Exactement. Merci Moustapha. Parole de Moustapha Sow, PDG de SF Finance. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe de ITV. Retrouvez-moi mercredi prochain sur ITV dans Business Mag.